Je commencerai par dire ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire que le nationalisme religieux, ce n'est pas le fait d'associer la politique à la religion, parce que ça existe depuis pratiquement toute éternité. Et si c'était le cas, par exemple, Aldo Moro en Italie ou Angela Merkel en Allemagne auraient été à la tête de mouvements nationalistes religieux, puisqu'ils étaient, pour Aldo Moro et encore actuellement Angela Merkel, à la tête de partis chrétiens-démocrates, c'est-à-dire des partis qui se revendiquent d'une religion. Donc, ça n'est pas le fait de mêler la religion et la politique. En fait, à la base, le nationalisme religieux, c'est un nationalisme. Et le nationalisme insiste sur les valeurs nationales, ce qui fait l'appartenance commune à une nation, et donc ce qui exclut ceux qui n'en font pas partie. Simplement, ça prend le manteau de la religion. Et l'identité nationale se confond en quelque sorte avec l'identité religieuse. La nation est ramenée à la religion. Et dans beaucoup de pays où on voit ce phénomène, c'est un majoritarisme, c'est-à-dire que le courant religieux majoritaire exclut ceux qui n'en font pas partie. Et de ce point de vue-là, ce sont des citoyens de seconde zone ou bien même pas des citoyens du tout. Mais je reviens à ce que je disais au début, à la base, ça reste un nationalisme. Et quand il y a des contradictions entre la nation et la religion, on voit à l'usage que c'est généralement le nationalisme qui prend le dessus. Alors déjà, il faut faire la distinction entre le mouvement quand il cherche à prendre le pouvoir et quand il est au pouvoir. Ce qui est commun à ces deux phases, c'est qu'il est toujours en mouvement. Ça n'est jamais un statu quo. Il s'agit toujours de combattre un ennemi pour affirmer des valeurs, donc pour combattre un gouvernement illicite quand on est dans l'opposition et pour éliminer une opposition qui n'aurait pas lieu d'être parce qu'elle ne reflète pas les valeurs nationales, en l'occurrence religieuses, quand on est au pouvoir. On a besoin d'un mouvement, on a donc besoin d'un ennemi à terrasser. L'immobilité, c'est la mort. Mais les valeurs qui fondent ce nationalisme religieux, souvent ramènent à un âge d'or fantasmé. Alors souvent, s'agissant de l'islam, on parle du Xe siècle, mais d'une façon générale, c'est vrai partout dans le monde. Et quand on regarde bien les valeurs en question, on se rend compte que très souvent, elles ont été forgées il y a 150 ou 200 ans tout au plus. C'est-à-dire que la réalité est très différente de ce qui est présenté comme le passé. Et de ce point de vue-là, ces valeurs sont généralement très conservatrices et c'est une réaction évidemment souvent au modèle occidental. L'assaut culturel occidental, c'était une thématique qu'on voyait beaucoup en Iran dans les années qui ont suivi la révolution islamique d'Iran. Et c'est aussi une réaction à la mondialisation, parce que beaucoup des couches qui soutiennent ces mouvements nationalistes se sentent menacées dans leur existence, dans leur survie économique et leurs habitudes sociales, alors même que souvent les élites qui les conduisent, elles, sont tout à fait à l'aise dans la mondialisation. Donc, c'est une gestion de ces contradictions, mais oui, en effet, ce qui fait le point commun, c'est un retour à des valeurs du passé présentées comme gage de la solidité de la nation, et ce sont souvent des valeurs très conservatrices. En principe, le référentiel religieux ne se limite pas à des frontières. Et donc, il y a de ce point de vue-là une parenté avec le mouvement communiste international, prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Sauf qu'un jour, Joseph Staline a dit qu'il allait construire le socialisme dans un seul pays. Et on voit un petit peu un phénomène comparable à l'œuvre s'agissant des mouvements nationalistes religieux. Si on prend par exemple la révolution islamique iranienne, qui a été le point de départ de cette affirmation nationaliste religieuse au Moyen-Orient et d'ailleurs dans le monde, à la fin du XXe siècle, on se rend compte que les premières années étaient des années révolutionnaires où
Khomeini et ses partisans tentaient d'exporter la révolution. Et puis, à la faveur, si j'ose dire, de la guerre contre l'Irak, on s'est recentré sur la défense du pays, du territoire et même l'identité persane. Et donc, de ce point de vue-là, ce repli sur l'idéologie nationale, même si elle prend encore une fois le manteau religieux, a pris le dessus. Il y a aussi un autre facteur, c'est que le nationalisme religieux a pour une bonne part pris le relais des nationalismes dits progressistes. Je pense au nationalisme arabe ou au nasserisme des années 60, 70 et leur échec. Et il faut bien reconnaître que du point de vue de gouvernants ou de gens qui arrivent au pouvoir, c'est bien pratique d'utiliser les outils de l'État qui est hérité de ce qu'ont laissé les puissances coloniales à leur départ. Et donc, je dirais que globalement, il y a un grand opportunisme dans le rapport à l'État par rapport à la théorie. Et même si on prend l'État islamique, c'est intéressant de voir que bien sûr, il ne reconnaissait pas les frontières héritées de la colonisation, et puisque son premier geste spectaculaire a été d'abattre un talus qui séparait la Syrie de l'Irak à la frontière, mais en revanche, il se revendique de la notion d'État, donc d'un contrôle territorial aux frontières mouvantes, oui, mais à la limite comme pouvaient l'être les frontières des États-Unis lors de la conquête de l'Ouest, mais c'est quand même les attributs d'un État. Le fait qu'il ait échoué territorialement ne retire rien à ça, et au bout du compte, oui, on se retrouve avec l'héritage colonial d'un État westphalien, même si la théorie dit le contraire. Qu'aussi bien en Turquie qu'en Arabie Saoudite, les deux leaders, donc Erdogan en Turquie et le prince héritier Mohammed Ben Salman en Arabie Saoudite, essayent de concentrer autour de leur personne un mouvement, une ardeur qui vise à incarner la nation. Euh, il y a quand même une petite différence, c'est que la Turquie s'est islamisée sous la houlette de l'AKP et d'Erdogan après une conquête du pouvoir qui s'appuyait sur un mouvement islamo-populiste. Le populisme et l'islamisme sont restés avec Erdogan au pouvoir, mais on constate actuellement, depuis déjà maintenant quelques années, que la perte de popularité de l'AKP et même d'Erdogan il cherche à la compenser par l'héritage nationaliste qui est revalorisé. Et on pense au revirement total qu'il y a pu y avoir dans le traitement de la question kurde. Au départ, Erdogan était très ouvert à donner une place aux Kurdes dans la Turquie moderne. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, comme on le voit. Et la même chose peut être dite en ce qui concerne les Arméniens et la discussion sur le génocide de 1915. C'est très différent en Arabie Saoudite, où la théocratie fondée par Abdelaziz en 1932 est en train actuellement de subir un changement assez sensible. Mohammed Ben Salman laisse tomber assez largement la question religieuse. Bon, il ne remet pas en cause évidemment la dimension religieuse de l'Arabie Saoudite, mais il insiste davantage sur les questions nationales et d'une certaine manière, ce qu'il met en place, ce qu'il essaie de mettre en place, c'est une autocratie, c'est un despotisme euh, nationaliste, un petit peu comparable à ce qu'on a pu connaître en Europe à la fin du XVIIIe siècle. Donc oui, ce sont des populismes parce qu'ils essaient d'appuyer leur pouvoir sur un ancrage populaire, mais qui se distingue quand même et où la religion joue un rôle, mais qui n'est pas aussi central qu'on pourrait le croire. Pas beaucoup de pays du Moyen-Orient où les citoyens sont égaux quand ils n'appartiennent pas à la religion dominante ou à, je dirais, la partie de la religion dominante qui elle-même est dominante. Que ce soit en Arabie Saoudite ou en Iran, en fait c'est pareil en Irak, en Israël ou en Égypte, les minorités religieuses
ont officiellement moins de droits que les... Alors ça varie d'un pays à l'autre, évidemment, que comment dire, la confession majoritaire. Mais de toute façon, même les droits qu'ils avaient, ils sont en train de les perdre dans les faits. Donc, ça n'est pas tellement un changement de règles juridiques, c'est tout simplement la réalité du terrain. Et en effet, ça n'est pas bon pour le pluralisme culturel ou religieux. Il y a un modèle de pluralisme religieux et confessionnel au Moyen-Orient, c'est le Liban, qui est plongé dans une crise très grave. Il faut bien reconnaître que le modèle libanais aujourd'hui ne fait pas vraiment envie non plus. Donc, de ce point de vue-là, oui, on peut être pessimiste sur l'évolution. Pour autant, le pluralisme religieux et culturel ne va pas disparaître. Les sociétés du Moyen-Orient sont extrêmement complexes. Le tissu social est également complexe. Et donc, ce pluralisme-là, il va rester. Simplement, vu la situation, ça va rester tendu. Et du coup, on va en effet probablement vers une accentuation d'un nationalisme ethno-religieux qui va se traduire par une prolongation des tensions qu'on observe déjà.